Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bonjour Manon, bonjour Pamela. Bonjour à Bonjour tous Manon. ceux et celles qui nous rejoignent à travers le monde, à travers l'Afrique. Nous sommes absolument heureux de vous compter parmi nous cette journée à l'occasion du Tropics Business Mixer et nous sommes absolument heureux de vous accueillir à cette nouvelle édition et dernier virage qui nous conduit cette fois-ci au grand sommet. Et donc, c'est avec grand plaisir que je vais donc laisser la parole à Pamela Viniquin, qui est notre country et regional partner, pardon, afin qu'elle nous souhaite la bienvenue à ces festivités et qu'elle ouvre définitivement ces festivités. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes en compagnie de Madame Manon Massia, qui représente le groupe Global Mind Consulting et qui aujourd'hui agit également en qualité de co-host. Donc, à toi, Pamela, pour la suite et ensuite à Manon. D'accord, bonsoir Manon, bonsoir Vénitia. C'est un plaisir pour moi de me retrouver là aujourd'hui avec vous. C'est un honneur aussi pour moi de me tenir là et de vous parler. Donc, bonsoir mesdames et messieurs, encore une fois. Bienvenue au Tropics Business Summit, le mixeur spécial Afrique de l'Ouest. Alors, lorsqu'on dit spécial Afrique de l'Ouest, c'est parce que, effectivement, nous avons pu réunir des entrepreneurs, des personnes qui travaillent, qui font tout pour que l'Afrique de l'Ouest puisse se développer. Alors, si nous sommes réunis ici ce soir, c'est pour parler entrepreneuriat, c'est pour parler mentorat, c'est pour parler finance, c'est pour parler aussi de tout ce qui touche aux industries créatives, de tout ce qui touche à la mode, puisque ça fait partie des industries créatives, et de tout ce qui nous amène à avoir un développement effectif de l'Afrique de l'Ouest. Alors, ce mixeur est un événement en prélude de la 5e édition du Tropics Business Summit qui va avoir lieu au mois d'octobre. Donc, restez connectés, suivez toutes les informations, ne ratez rien parce que vous allez avoir un large d'entrepreneurs qui viendront vous parler des divers secteurs qui font bouger les choses en Afrique de l'Ouest. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup, Pamela, pour cette introduction et cet avant-goût. Donc, nous allons passer, sans ne plus tarder, la parole à Manon Massia pour son mot d'ouverture. Bonjour à tous, bonjour Vénitia, bonjour Pamela, bonjour à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints, qui nous écoutent aujourd'hui. Écoutez, moi je serai brève, mais c'est vrai que Global Mind Consulting est vraiment ravi aujourd'hui de s'associer à Tropics Business Summit et à son réseau, Tropics, qui est un partenaire historique, je pense on peut le dire, de Global Mind maintenant. Ça nous tenait vraiment à cœur de faire partie de ce dernier mixeur sur la région Afrique de l'Ouest. C'est vrai que Global Mind Consulting existe depuis 10 ans maintenant, c'est d'abord développé au Gabon, mais ça fait plusieurs années maintenant que nous sommes aussi à Dakar et ce développement de la région, de la sous-région Afrique de l'Ouest est éminemment stratégique pour le continent et on le voit dans tous les accompagnements qu'on a l'opportunité de faire aujourd'hui. Ces acteurs de la transformation du continent africain, qu'elle soit économique, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit politique. Ici, en Afrique de l'Ouest, il y a énormément d'opportunités à saisir et donc des événements tels que les Tropics Business Mixer et puis bien sûr le Tropics Business Summit. Telle est leur raison d'être aujourd'hui, créer des ponts entre les différentes parties prenantes, créer des opportunités business concrètes pour justement encourager ce développement économique. Aujourd'hui, on va parler de l'Afrique de l'Ouest, mais le vrai enjeu, c'est aujourd'hui comment l'Afrique peut se positionner, peut continuer de se positionner sur la scène internationale. Et donc voilà, vraiment, vraiment ravie aujourd'hui de représenter le cabinet. Bienvenue à tous et pour ma part, je vous retrouve tout à l'heure pour un panel sur l'accompagnement des startups et des PME innovantes en Afrique de l'Ouest. Merci Manon. Super, merci beaucoup pour ce mot magistral, on va dire, Manon. Et merci aussi à Pamela. Donc, sans ne plus tarder, puisque time is money, on va laisser la parole à notre
Bonjour, rebonjour à toutes et tous pour celles et ceux qui étaient déjà présents au début de cet événement Tropics Business Mixer Afrique de l'Ouest. Vraiment ravie de vous retrouver pour un panel qui s'annonce passionnant au sujet de l'accompagnement des startups et des PME innovantes en Afrique de l'Ouest avec un focus vraiment sur les plateformes et structures dédiées qui existent aujourd'hui dans la sous-région pour accompagner ces acteurs. Donc, je suis Manon Massia, responsable projet et communication du cabinet Global Mind Consulting. Et je vais tout de suite passer dans le vif du sujet et vous présenter les trois intervenants qui sont à mes côtés aujourd'hui. Alors, je vais commencer peut-être par Soumeya Rachedi. Soumeya, bonjour, bienvenue. Bonjour Manon, merci pour l'invitation. Alors, je vais vous présenter, ne m'en voulez pas tous les trois si jamais je ne dis pas tout de votre parcours qui est quand même assez impressionnant. Mais Soumeya, vous êtes fondatrice d'Ishtar Consulting, donc une société de conseil qui vise vraiment à aider les entreprises, les organisations internationales, mais aussi les facilitateurs d'écosystèmes, donc à favoriser l'innovation, à soutenir les entrepreneurs et de manière générale aussi à renforcer les communautés. Et vous êtes aujourd'hui responsable développement de l'écosystème et des communautés au sein de GreenTech Capital. C'est ça. Alors également à nos côtés, nous avons Franck Dossa. Bonjour Franck, bienvenue. Bonjour, merci. Franck Dossa, vous êtes consultant sur les sujets de diaspora et de développement. Donc vous accompagnez les entrepreneurs notamment sur les sujets de plaidoyer, de lobbying, de création d'emplois aussi, et puis ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, les sujets d'accès au financement et de renforcement de capacité. Ce que j'ai bien aimé aussi dans votre profil, c'est que vous êtes un fervent croyant du saying « inducing serendipity » qu'on peut traduire peut-être par « provoquer votre chance ». Exact, oui. Et qui en dit long sur l'accompagnement que vous pouvez prodiguer. Et enfin, last but not least, Harry Glodjinon est parmi nous. Bonjour Harry, bienvenue. Bonjour Manon. Harry, vous êtes également consultant, mais vous sur les sujets plutôt de finance et d'investissement, donc sur les régions Afrique de l'Ouest et Europe. Vous accompagnez aussi bien des startups que des multinationales. Et vous, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes spécialisé sur les sujets de levée de fonds et de montage financier, une expertise que vous allez pouvoir partager avec nous aujourd'hui. Et puis, vous êtes impliqué depuis toujours pour les jeunes. Vous êtes le fondateur et le vice-président aujourd'hui de Génération Bénin, une association qui vise à sortir les jeunes béninois de la précarité. Et je suppose qu'une des pistes de solution, justement, est cette notion d'entrepreneuriat. C'est ça. Merci. Alors, je vous propose qu'on commence tout de suite. On n'a que 30 minutes. Donc, soyons efficaces. Évidemment, pour celles et ceux qui nous suivent, n'hésitez pas à poser des questions. Le but, c'est que l'échange soit le plus interactif possible. Mais je vais peut-être commencer avec une question qui m'est venue tout de suite de manière très concrète pour que ce soit les entrepreneurs ou les investisseurs, justement, qui nous regardent aujourd'hui. En tant qu'entrepreneuse, par exemple, comment est-ce que je fais aujourd'hui pour avoir connaissance de toutes ces plateformes, toutes ces structures qui existent aujourd'hui? Comment est-ce que je fais pour les contacter? Comment est-ce que je fais pour bénéficier de l'accompagnement qu'elles proposent? Entre guillemets, par où est-ce que je commence quand je viens de lancer mon activité, que je souhaite développer mon activité sur la région Afrique de l'Ouest? Peut-être, Harry, je vais commencer par vous. Est-ce que vous auriez comme ça des conseils, des clés de compréhension d'action à partager avec nous? Écoutez, les innovations et aujourd'hui, tout ce qui est facteur clé à l'épanouissement des entrepreneurs ont beaucoup évolué en Afrique avec l'avènement du numérique. Et pour répondre de façon concrète à votre question, tout de suite, quand on a un tel projet, il faut se rapprocher de la Chambre de commerce et de l'industrie du pays, qui aujourd'hui dispose de tout un panel de réseaux entrepreneurial et également de réseaux bancaires, pour vous renseigner d'abord sur comment amener de bout en bout votre projet, comment trouver l'adéquation homme-projet, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir un projet, il faut que le projet soit en adéquation avec vous-même. Et une fois que vous avez approché ces acteurs, vous aurez déjà une vision globale
et plus précise de la démarche à engranger. Et après, vous suivez les étapes qu'il faut, toujours en ayant connaissance que votre produit ou votre projet doit apporter un rendement, soit un rendement immédiat ou un rendement mais vraiment à court terme. C'est aujourd'hui ce que les investisseurs et les financiers attendent. Merci beaucoup. Alors justement, une notion qui est intéressante dans ce que vous dites, c'est cette idée d'adéquation. Comment est-ce que je fais aujourd'hui pour que mon projet, mon idée à laquelle moi je crois et je suis sûre qu'elle va marcher, rencontre un besoin aussi, une demande, pour que c'est quand même ça l'objectif, c'est que le business marche. Alors Soumeya, peut-être je me tourne vers vous et peut-être que vous pourrez nous parler en détail de ce projet Axom Africa lancé par Greentech Capital. Comment aujourd'hui justement avoir cette notion d'adéquation? Comment est-ce qu'on crée des synergies? Comment est-ce qu'on se fait un réseau? Comment cette idée de matchmaking est peut-être mise en place? Merci. Moi, j'insiste, je reviens probablement à mon rôle, mais c'est vraiment la notion de communauté. Si j'étais entrepreneur aujourd'hui, comme je l'étais il y a quelques années, la première chose que je ferais, c'est vraiment trouver la communauté physiquement la plus proche et ensuite digitalement qui résonne le plus avec mon projet, l'identité de ce que j'ai envie de porter, etc. Donc les hubs d'innovation, tout ce qu'on appelle les enablers, toutes les structures qui sont en train de mettre en place des programmes de soutien pour trouver les entrepreneurs qui sont en train de traverser les mêmes difficultés, les mêmes challenges et profiter de l'intelligence collective pour faire progresser notre projet ensemble. Et donc cet élément, il est vachement pris. Donc Axom, pour résumer rapidement ce qu'est le projet, c'est une plateforme digitale. C'est une plateforme digitale et physique de mise en relation entre des investisseurs et des entrepreneurs. Et ce qu'on a compris après avoir lancé la version bêta de la plateforme numérique, c'est que cette mise en relation, ou ce bridge the gap qu'on essaye de faire, ne pourra pas vraiment avoir lieu si on ne prend pas en compte le backbone ou la colonne vertébrale des écosystèmes africains aujourd'hui, qui sont les hubs d'innovation, les enablers et l'ensemble des communautés qui sont en train d'œuvrer et d'accompagner les entrepreneurs, surtout dans la phase la plus difficile, qui est la phase de démarrage, de la phase de l'idée à la phase de croissance, vraiment ce moment de vide où ils sont souvent seuls et il n'y a que la communauté, avoir un lieu où aller, ou demander des conseils, ou partager ses projets, et c'est là qu'ils grandissent. Et donc, Axom est en train de créer une sorte de consortium. Donc, par la stratégie écosystème et communauté, on est en train de développer des partenariats d'un côté avec les organismes de soutien, tous les gens, toutes les organisations qui soutiennent, tous les enablers, tous les hubs, les incubateurs, les programmes d'accélérateurs sont invités à nous rejoindre. Ils peuvent rejoindre la plateforme et eux jouent l'intermédiaire vérificateur de la fiabilité des projets qui passent par eux. Pour qu'ensuite, le matchmaking pour nous est plus aisé, donc on les met en relation avec les investisseurs qui font partie de notre réseau, mais on a une sorte de couche au milieu qui va non seulement permettre de faire progresser, donc on va produire du contenu pour les aider à devenir prêts pour investir, etc. Et c'est comme ça qu'on essaye, en tout cas c'est en utilisant cette colonne vertébrale et en la renforçant et en leur donnant des outils qu'on essaye de faciliter le contact entre les projets et les investisseurs. Voilà. Après, il y a plusieurs volets, évidemment, les produits financiers, etc. Mais oui, parce qu'il y a cet accompagnement financier qui aujourd'hui est au cœur de nos sujets, hein, cette idée de doing business in Africa. Mais l'accompagnement de ces startups, de ces entrepreneurs de manière générale, finalement, c'est un accompagnement 360. C'est un soutien vraiment global et complet qu'il faut aujourd'hui réussir à mettre en place. Alors, peut-être, Franck, je vais me tourner vers vous pour cette question. Moi, ce qui m'intéresse particulièrement dans votre expertise, c'est ce sujet de la diaspora. Aujourd'hui, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur le rôle et sur l'impact réel de la diaspora aujourd'hui en termes d'investissement, en termes de financement, notamment sur les levées de fonds réussies aujourd'hui en Afrique? On pourra en reparler tout à l'heure, mais c'est vrai que versus d'autres continents comme l'Europe, l'Asie, même les États-Unis qui ont eu une vraie chute dans leur nombre d'activités, enfin dans leur activité en nombre de deals. Quel est le rôle à jouer ici pour la diaspora? Comment est-ce qu'elle peut être un véritable allié pour ces entrepreneurs en Afrique de l'Ouest? Merci pour la question.
un sujet qui me passionne parce que ça fait plusieurs années que je suis obsédé par cette thématique de la diaspora et sa contribution. Pour ce qui est de sa contribution financière, la diaspora a été mis en avant par plusieurs rapports comme le plus gros contributeur du point de vue fiscalité, si on compare les flux de remittances. Et tout ce qui est investissement, aide au développement, les remittances, en fait, dépassent de loin tout ce qui arrive sur le continent comme flot financier. Et donc, la diaspora a ce potentiel de pouvoir amorcer beaucoup plus que ce à quoi ces flots servent. Habituellement, ces flots sont utilisés pour l'immobilier, le soutien aux familles, et une petite portion pour des projets qui sont qui sont le cœur du sujet qui nous intéresse, donc tout ce qui est projet entrepreneurial, projet social. Et Donc, comment faire justement, pardon, je vous coupe, pour inverser cette tendance et faire que la diaspora s'intéresse de plus en plus. Et puis, je pense qu'il y a une notion de confiance aussi dans les projets qui peuvent exister aujourd'hui. Comment est-ce qu'on fait pour rapprocher la diaspora des sujets qui sont vraiment au cœur des enjeux? Alors, encore une fois, pour la région Afrique de l'Ouest, mais je suppose que c'est quelque chose qui peut être renvoyé à l'ensemble du continent. Non, tout à fait. C'est que ce soit sous l'angle anglophone, francophone, la problématique reste la même et il y a un changement qui s'opère. Nous avions cette thématique de Africa Rising il y a quelques années, l'éveil de l'Afrique qui était très à la mode et il y a la tendance musicale, culturelle ou l'explosion de l'image de l'Afrique, le changement de perception du continent joue un grand rôle dans cette dynamique de regard vers le continent, de retour vers les pays d'origine. Justement, la crise que nous traversons en ce moment semble avoir eu un effet catalyseur pour beaucoup qui ont décidé de faire ce pas de retour, de regarder vers les opportunités dans les pays d'origine. Et donc, je pense que pour aider, nous avons besoin de continuer à promouvoir cette image, mais d'un point de vue concret sur le continent, de faciliter ce travail de retour, d'intégration à travers des politiques. Ça, c'est là que les institutions et les autorités interviennent pour ce qui est de politique axée sur la diaspora. Il y a plusieurs pays comme le Sénégal, le Maroc qui sont très avancés dans ce travail d'engagement et de rapprochement de la diaspora. Oui, il y a une vraie volonté politique qui existe. Et puis, dans de plus en plus de pays, on pourrait citer le Rwanda aussi, je pense, qui fait figure d'exemple. Plus récemment, la Namibie aussi. Finalement, et là, peut-être, je vais me tourner vers Harry. Il y a cette notion aussi, alors pour la diaspora, qui est de revenir au pays, mais d'ailleurs pas forcément son pays d'origine, mais de revenir en tout cas sur le continent, là où les opportunités existent, on va dire. Vous, Harry, donc encore une fois, en tant que spécialiste sur les sujets de levée de fonds et de montage financier, aujourd'hui, un entrepreneur qui a l'idée qui va marcher, mais qui peut être, alors avoir un peu peur ou en tout cas appréhender ce côté très financier qui finalement représente la base de tout business, qu'il faut absolument se solidifier, s'assurer de maîtriser. Quels seraient encore une fois vos conseils un peu concrets pour aider un entrepreneur dans ce cas-là et vous, justement, quelle est votre analyse de cette tendance en Afrique de hausse des levées de fonds réussies? On a plus 44% quand même sur l'année 2020. Ça représente 359 levées de fonds pour 347 startups. Qu'est-ce que ça en dit, selon vous? D'abord, merci Manon pour la question. Ce qui est différent d'hier, c'est l'environnement structurel en Afrique qui évolue très positivement.
D'accord? Si vous prenez par exemple le cas du Bénin, il y a des banques qui ont compris très vite, et aussi l'État béninois qui a compris qu'il faut un environnement structurel sain pour l'épanouissement des entrepreneurs et aussi pour permettre aux investisseurs d'investir. Parce qu'il n'y a pas que le public qui investit, il y a également les privés, notamment des personnes de la diaspora qui vont mettre leurs fonds au service du développement de leur pays à travers ces startups-là. Donc, il y a l'environnement structurel qui a évolué très positivement. Après, je reste toujours, par exemple, sur le cas du Bénin et d'autres pays, notamment la Côte d'Ivoire. Il y a des fonds d'aide et de solidarité qui sont mis en place. Donc, qui sont mis en place et contrôlés par une partie par l'État et une partie par les privés. Donc, les investisseurs privés qui vont arriver sur des thématiques très précises, notamment tout ce qui est RSE ou d'autres problématiques sur lesquelles ils vont investir. Donc, aux entrepreneurs qui veulent rentrer ou qui veulent créer des entreprises en Afrique et qui ont peur, moi, je dis non, il faut y aller. L'environnement aujourd'hui devient de plus en plus sain. Mais je reviens toujours à la chose la plus importante. C'est pas que d'avoir l'idée, c'est de construire tout un projet, surtout avec une gouvernance. Et aujourd'hui, ce que les investisseurs vont regarder pour participer à des levées de fonds, c'est l'environnement et la gouvernance au sein de l'entreprise. Quand vous prenez par exemple le cas de Société Générale Bénin, c'est un cas précis que je prends comme ça, hein, un cas dans un autre, vous voyez très bien que la Générale au Bénin a compris et fait aujourd'hui un peu comme à l'image de la France, créer des centres d'affaires PME, des maisons de la PME où le banquier n'est pas là que pour financer votre projet, mais il est là pour vous accompagner de bout en bout, surtout pour vous aider à contrôler la gouvernance de votre structure. Si vous arrivez à contrôler la gouvernance de votre entreprise, vous avez déjà gagné quasiment 50% de l'accord du crédit que vous aurez à la fin. Donc, il faut vraiment que les entrepreneurs aillent vers ces agences, aillent vers ces structures qui vont les accompagner dans le développement de leur projet. Il faut pas avoir peur, il faut y aller. Et aux investisseurs aussi. Vous voyez, par exemple, quand vous prenez le Nigeria, ça va très vite. Ils ont levé des milliards de dollars de fonds cette année et c'est pas encore fini sur des startups innovantes. Pourquoi? Parce que l'idée est claire, définie. Les structures d'État ont accompagné ces startups et des structures privées également ont accompagné ces startups. On peut pas faire des levées de fonds comme ce que je vois sur Internet où on invente une idée, on crée des fundraising sur Internet en disant qu'on va lever des fonds. Aujourd'hui, il faut une structuration très, très, très précise pour arriver au bout et surtout, il faut aller au bout de son idée. Il faut en fait avoir une feuille de route très précise et aussi dépasser peut-être cette notion de court terme en se disant bon c'est bon je vois comment je vais faire sur un an, mais au final un an c'est peu, ça passe très vite, les choses peuvent évoluer et donc il faut aussi être prêt à accueillir, à appréhender les changements extérieurs à nous, notre surtout aujourd'hui, ce qui nous facilite, nous, la tâche, c'est qu'en local, en Afrique de l'Ouest, il y a aujourd'hui des acteurs qui accompagnent, des acteurs bien structurés qui accompagnent ces startups et ces PME. Et aux investisseurs que nous amenons, on va poser la question à ces structures. Est-ce que vous êtes accompagné, oui ou non, par telle ou telle structure? Et c'est l'avantage pour ces entrepreneurs, pour ces porteurs de projets de se rapprocher de ces structures. Alors, il y a Essenam qui participe à la conversation avec nous. Merci pour votre commentaire qui nous dit il est important de s'approcher des gens qui ont de l'expérience dans le domaine, même si en Afrique, on ne partage pas beaucoup. Je crois qu'il y a beaucoup de changements dans les comportements et donc n'hésitons pas à frapper aux bonnes portes. Soumeya, est-ce que c'est vrai qu'on ne partage pas beaucoup en Afrique et vous, en tant que spécialiste justement de cette idée de création, de développement d'écosystèmes, de communautés, comment jouer sur la force du réseau, sur cette idée de networking, de complémentarité, des expériences, des connaissances, des expertises? Comment se placer dans une logique de co-construction? Comment aller chercher des partenaires? C'est une grande question parce que la problématique de la confiance, elle est omniprésente pour les investisseurs, qu'ils soient africains ou internationaux quand ils veulent venir, pour les entrepreneurs qui, quand ils vont s'adresser à une communauté, ils ont peur de partager leurs idées. Il y a toute
mythologie aussi autour de se faire voler son idée, comme si les idées étaient les nôtres avant même de les avoir exécutées. Mais ça, je ne pense pas que ça soit propre à l'Afrique, à mon avis, ça c'est de manière générale. Je pense que c'est vraiment général, et je pense que quand on n'a pas accès à des réseaux où c'est culturellement, où on s'est acculturé à ça, c'est rarement, en fait, c'est rarement notre mouvement naturel d'aller partager nos idées en n'ayant pas peur, quoi. Et que c'est vraiment un travail de reconditionnement. Pour revenir sur aller chercher du soutien, l'idée de toutes les plateformes qui sont en train de naître actuellement, et Axum en fait partie, c'est justement de commencer à procurer les espaces pour ces interactions, pour aller trouver les expériences, des environnements de confiance où on peut interagir avec les gens qui aujourd'hui produisent de l'impact, créer de l'impact, soit dans les secteurs qui sont pertinents à notre entreprise, soit pour des communautés de cœur où on a vraiment des causes en commun avec les gens, etc. Et dans Axum, notre objectif, en tout cas, c'est d'avoir une cartographie ou d'avoir une idée des interactions qu'il y a, mais aussi d'amplifier l'impact de ces interactions. Les interactions qui sont déjà existantes aujourd'hui dans l'écosystème, et comment les amplifier en canalisant l'investissement qui aujourd'hui va en Afrique vers des projets qui actuellement n'en bénéficient pas, parce qu'il y a de plus en plus de capital, donc c'est un fait, on a des faits assez scientifique sur le fait que le capital envers l'Afrique va croissant, qu'il y en a de plus en plus, mais il est toujours régulièrement, c'est parce que les systèmes et les structures en place font qu'il va être canalisé aux mêmes endroits, et que c'est souvent les mêmes bénéficiaires qui vont en bénéficier. Et les entrepreneurs nouveaux qui vont avoir accès à ces capitaux, c'est parce qu'ils traversent ou parce qu'ils vont passer par des enablers, des intermédiaires qui sont déjà dans le pipe ou dans la structure habituelle. Mettre en place une plateforme qui permet de cartographier des interactions qu'on ne perçoit pas encore, parce que les histoires ne sont pas racontées, parce que ces interactions sont dites secrètes, parce qu'on crée des communautés et que culturellement, pour le coup, là je peux parler au nom de l'Afrique, souvent on ne raconte pas nos histoires, le storytelling ne fait pas non plus partie de ce qu'on fait, c'est difficile de donner de la valeur à notre travail et de le raconter, et donc ces interactions et la masse de travail qui a tellement d'impact, qui se fait sur le terrain, on ne le perçoit pas. On ne peut pas le mesurer, et on peut, même les fonds qui viennent pour soutenir ça ne sont pas forcément dirigés vers les projets qui ont le plus d'impact aujourd'hui. Et donc une plateforme comme Axum qui vise à cartographier, elle permettrait aussi de canaliser, d'accompagner les investisseurs pour assurer ce niveau de confiance qui va permettre de ramener de l'argent et de fluidifier la circulation de l'investissement dans les endroits où il ne circule pas encore. Donc, je pense que c'est principalement ça le défi, c'est que si le capital, le montant, le volume du capital va croissant, comment on peut faire pour qu'il aille aux bons endroits, que les produits financiers soient de plus en plus adaptés et qu'ils se dirigent, et c'est en ça que la réflexion écosystémique est intéressante, et qu'ils interviennent dans des parcours d'entrepreneurs au moment clé qui va faire que l'amplification va vraiment avoir lieu et qu'on va produire les transformations, qu'on va continuer, en tout cas les transformations structurelles et systémiques dont Harry parlait il y a un instant. Alors, ce que vous dites, Soumeya, moi, ça me fait penser à un sujet. Pour le coup, Franck, je pense que vous pourrez nous éclairer à ce propos. Cet enjeu du renforcement de capacité, parce que c'est vrai qu'il y a cet accompagnement que proposent ces plateformes, mais un des enjeux dans ce que vous disiez, Soumeya, sur ces notions de confiance, est-ce qu'il n'y a pas aussi une part de leadership à acquérir, un entraînement en termes de prise de parole en public, comme disait Soumeya, comment apprendre à raconter mon histoire, mon idée pour que les gens y adhèrent. Franck, quel est l'enjeu, quel est l'impact, le rôle du renforcement de capacité pour ces entrepreneurs? Je pense que c'est une question centrale à la question de l'accompagnement des startups. C'est exactement ce qui donne une valeur ajoutée à ce genre de communauté. Comprendre un peu le parcours de l'entrepreneur, c'est un peu comprendre un peu comment un athlète de haut niveau fonctionne. C'est une activité qui demande beaucoup de pression, et sans soutien, sans perspective pour corriger les défauts, améliorer les techniques, ce qu'un coach fait dans le monde sportif. Sans ce soutien, il est difficile pour un entrepreneur de couvrir toutes les tâches qui
qui rentrent dans cette bonne gouvernance dont Harry a parlé, que ce soit du point de vue ressources humaines, du point de vue marketing, études de terrain. Et c'est là vraiment que les structures de soutien, les incubateurs, apportent ce plus. Et je pense que c'est critique pour l'évolution des startups sur le continent, vu les difficultés systémiques déjà qu'ont beaucoup de startups du point de vue infrastructure, du point de vue énergétique, couverture téléphonique. Donc, il y a beaucoup de croissance, certes, beaucoup d'amélioration, certes, mais l'environnement reste assez difficile quand on n'y est pas habitué. Et même pour ceux qui sont sur le terrain, abandonner une carrière de droit pour lancer une start-up agricole sans ce soutien mais il y a aussi quelque chose. est quelque chose de... Donc, c'est un exemple pour montrer vraiment la pertinence de ce renforcement de capacité et de ce soutien d'accompagnement que viennent jouer ces structures. Alors, Marc Arthur nous a envoyé une question qui résume, je trouve, très bien un petit peu les différents enjeux qu'on a pu aborder très rapidement et qui me permet, moi, d'avoir une transition parfaite vers la dernière question que je voulais vous poser à tous les trois. Aujourd'hui, comment les jeunes entrepreneurs et les startups peuvent développer leur réseau et grandir avec d'autres entrepreneurs à l'international? Et je trouve que cette idée d'internationalité aussi est très importante. Comment qu'on fait pour que l'Afrique, au-delà d'un développement continental, panafricain, se développe, se positionne sur la scène internationale et mettre en place des partenaires dans une logique vraiment win-win pour le coup, où les intérêts du continent sont respectés, sont protégés, afin d'agrandir, nous dit Marc Arthur, le côté diaspora et développement en Afrique. Moi, de ce que je comprends de cette question, qui est assez large, c'est quel est pour vous le principal obstacle finalement? On a parlé de confiance, on a parlé de réseau, on a parlé de plateformes physiques et digitales. Quel est le principal obstacle aujourd'hui, à la fois en tant qu'entrepreneur et puis en tant qu'investisseur aussi, qui cherche à soutenir des projets? Et comment est-ce qu'on fait pour les surmonter, encore une fois, pour ressortir de ce panel avec une idée très concrète? Et je vous propose que ce soit le mot de conclusion pour chacun de vous. Peut-être, Soumeya, vous souhaitez commencer? Avec plaisir. Moi, c'est une question que j'explore depuis un petit moment parce que l'importance du réseau a été cruciale dans ma vie personnellement pour mes changements de carrière, etc. C'est toujours venu par le réseau, les opportunités, mais aussi l'expansion, on va dire, et les possibilités quand j'ai créé ma première entreprise, où les idées sont venues du réseau, entre guillemets. Et je veux juste transitionner sur le mot réseau, parce que c'est plus comment la qualité des relations qu'on construit et l'énergie qu'on y met qui va vraiment changer les choses plutôt que de le considérer purement comme un réseau professionnel. Parce que c'est vraiment qu'est-ce qu'on investit comme énergie dans chaque relation professionnelle ou pas professionnelle qui va nous servir. Et ensuite, essayer de trouver la communauté qui est raccord avec ce qu'on a envie de construire. Vraiment, en termes de leadership, c'est où est-ce qu'on a envie d'aller et quels sont les gens qui sont en train de construire ce que j'ai envie de participer à construire chez moi. Et les identifier, il y en a partout des communautés comme ça aujourd'hui. Et si elles n'existent pas, je pense qu'il faut qu'on la crée parce que les temps qu'on est en train de vivre nous appellent à vraiment nous rassembler pour créer ensemble et que la communauté, de mon point de vue, c'est vraiment le noyau qui va faire qu'on est résilient ou pas individuellement et collectivement. Et avec l'ère du digital, je pense que c'est le moment où jamais, ça n'a jamais été aussi facile d'être international. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup, Soumeya. Harry, peut-être le mot de la fin pour vous? Moi, pour être très bref, c'est vraiment encourager le networking intelligent. Il faut pas, comme dit Soya, il faut pas aller vers n'importe quel réseau. Il faut vraiment rester dans le réseau, adapté à ce qu'on veut faire, pour déjà développer ce qu'on veut faire dans ce réseau. Donc, le networking intelligent et surtout s'approcher des structures locales et des structures internationales qui peuvent vous apporter un plus et surtout vous mettre en relation avec les bons partenaires. Tous les partenaires ne sont pas bons à prendre. Aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs disent que le frein, c'est
c'est la banque. La banque n'est pas le frein. Si vous venez avec un dossier bien ficelé, avec un projet bien ficelé, avec des acteurs locaux, des institutions qui vous ont accompagné avec une très bonne gouvernance, je pense que votre projet est quasiment réussi. La banque ne fera que accompagner parce qu'aujourd'hui, je le répète encore, l'environnement structurel est en train d'évoluer. Il y a des fonds de garantie de l'État qui peuvent accompagner les startups et qui aussi permettent aux investisseurs d'être rassurés. Donc, moi, je dis networking intelligent, structuration de votre projet et bonne gouvernance. Merci beaucoup, Harry. Voilà, ça, c'est du concret. Si vous repartez pas avec des clés d'action et de compréhension après ce panel, c'est que vraiment, il faut qu'on y passe plus de temps. Franck, je vous laisse le mot de la fin également, une conclusion. Je pense que pour répondre à cette question, je m'orienterai vers le travail de soi. Donc, pour être entrepreneur, il faut avoir cet esprit de curiosité, de créativité. Pour revenir à votre première question qui était par où on commence, on a tous cet outil incroyable entre les mains, ce téléphone, qu'on utilise pour TikTok, Facebook, pour suivre des webinaires comme maintenant, mais qu'on utilise rarement, enfin, pour certains, pour s'informer et rechercher ces réseaux dont on vient de parler, pour chercher quels sont les mieux adaptés à nos besoins, quels sont ceux qui sont en mesure de nous aider en utilisant tout simplement Google. Donc la recherche de ce réseautage intelligent dont Harry vient de parler, et pour pouvoir accéder à ce soutien, ce travail en communauté avec ces structures. Il y a un proverbe africain qui dit pour aller vite, il faut aller seul, et pour aller loin, il faut aller ensemble. Avancer ensemble. Et donc, c'est exactement cet esprit qu'incarnent les incubateurs et les structures d'accompagnement comme la nôtre. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Moi, je vais me permettre de rajouter une dernière idée peut-être, mais qui est en lien complètement avec ce qu'on disait, avec cette notion de raconter une histoire. Oser communiquer également sur ce que vous faites. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la vision de Global Mind Consulting, c'est de valoriser les acteurs de la transformation du continent, mais pour faire ça, il faut ne pas avoir peur de communiquer, de montrer de manière objective ce qui se passe aujourd'hui en Afrique. Racontez votre histoire pour la simple et bonne raison que vous tiendrez aussi peut-être ce rôle d'inspirer de futurs entrepreneurs ou alors d'entrepreneurs en herbe qui n'ont pas encore osé parce qu'ils n'ont pas vu que c'est possible. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à avoir ce rôle-là. Si je résume les échanges que l'on vient d'avoir, structuration de votre projet, notamment en termes de gouvernance, ne pensez pas seulement au plan financier, réfléchissez votre idée de manière globale. Networking intelligent, la force du réseau, c'est aussi une part très importante du business que vous allez pouvoir développer. Et puis cette notion de confiance, cette notion d'aller chercher les gens qui ont de l'expérience. N'hésitez pas à vous rapprocher de plateformes telles qu'Axum, qui vous met en lien avec des investisseurs, des parties prenantes qui seront là pour vous accompagner. Et puis, écoutez, moi, je vous propose de finir ce panel avec le mot oser. Voilà, n'ayez pas peur, vous avez tout pour. N'hésitez pas à faire appel aux gens, aux entreprises, aux structures, et puis encore une fois, à ces plateformes dédiées qui existent aujourd'hui et ce qui s'organise de plus en plus pour accompagner les entrepreneurs et les futurs talents du continent africain. Merci beaucoup à tous les trois. Ça y est, merci. Le temps est imparti. À très bientôt. Merci Soumeya, merci Harry, merci Franck. Merci, et puis, merci. À tous, profitez bien du Tropics Business Mixer. À bientôt. À bientôt, merci. Au revoir. On ne partira pas sans vous inviter au Tropics Business Summit qui aura lieu au mois d'octobre. Parce que oui, là-bas, ce sera la grande kermesse de l'entrepreneuriat. Alors maintenant, quel est ton mot de fin pour terminer ce mixeur? Alors évidemment, des remerciements déjà à l'ensemble des intervenants et puis des participants aussi qui ont envoyé leurs questions, leurs commentaires, qui ont apporté aussi leur lumière aux différentes discussions et qui ont fait partie intégrante des débats. J'ai trouvé que c'était des échanges très constructifs.
S'il y a un mot bref que j'aimerais dire, c'est qu'en effet, si on est dans cette idée de réseau, d'importance du networking, aujourd'hui, il faut créer des ponts, il faut créer des synergies. Et c'est en ça que le Tropic Business existe. Et puis, écoutez, Global Mind Consulting sera évidemment aux côtés de Tropics du 12 au 16 octobre prochain. Comme on dit, donc, on est calé, on est calé. À très bientôt, exactement. En tout cas, encore merci. Mais merci aussi Manon, merci beaucoup en tout cas à Global Mind Consulting d'avoir travaillé avec nous sur ce mixeur. C'était pas évident parce que c'est le mois des vacances dans la zone francophone. Les administrations sont en vacances, les professionnels aussi sont en vacances. Du coup, c'était pas évident de réunir tout le monde, d'avoir à disposition toutes ces personnes. Et je finirai en disant merci beaucoup Vénitia Guino pour l'initiative. Merci à Olofunke qui a travaillé au niveau de la presse. Merci beaucoup à Kani Okoko. Merci à Edna. Merci à Joy Ital. Merci à Issa Tanyebe. Merci en tout cas à toutes ces personnes, à tous ces membres de l'équipe que nous avons cités ou que nous n'avons pas cités parce que derrière, c'est une grosse machine. C'est vraiment, vraiment des personnes qui jour et nuit travaillent, vont faire de la recherche et veulent vous donner le meilleur. Nous vous disons à très vite et prenez soin de vous. Bye bye. À bientôt. Merci beaucoup. Merci.